shot, maintains the dribble. Patterson, they get the switch, Solomon Hill. Kyle, tough shot, got it! Into the third row, he backs in. Kyle Lowry with the dagger, 108-106. Nous sommes donc partis pour le top 5 et le flop 5 des équipes actuellement en NBA. Donc le concept, il est le même que celui de la semaine dernière pour la NHL. Donc on va voir un petit peu tout d'abord au cœur des équipes qui tournent bien. Quelles sont celles qui figurent parmi notre top 5, donc des équipes du moment. Et puis ensuite, on ira voir un petit peu dans les profondeurs du classement et on ira distribuer quelques tartes aux équipes qui en méritent. Ah, mais bon, comme nous sommes gentils aux haters, on va tout d'abord s'attaquer à la crème de la crème. Je te propose de passer au top 5 avec, comme à chaque fois, du 5e au premier. Je ne sais pas toi, moi j'ai plutôt une équipe coup de cœur. Donc, quelle est ta 5e équipe actuellement en NBA, en tout cas l'équipe qui figure dans ton top 5? Moi, j'ai tout simplement placé les Memphis Grizzlies. Quand on regarde dans la conférence Ouest, ils sont à la porte des playoffs, à cette 8e position. Certes, le bilan est assez proche du neutre en 29-26, mais c'est une équipe que je trouve depuis l'année passée fait d'énormes progrès, notamment avec l'arrivée d'un Ja Morant qui donne vraiment beaucoup de fraîcheur à cette équipe. Et c'est un joueur aussi que j'affectionne tout particulièrement par son style de jeu qui se rapproche un petit peu à celui de Kyrie Irving, mais aussi un petit peu dans le physique et dans le dunker de Russell Westbrook. Je trouve que c'est vraiment un joueur qui est impressionnant à voir. D'ailleurs, l'année passée, ça lui a quand même coûté le trophée de rookie de l'année. Donc, je pense que les Grizzlies ont vraiment trouvé ce nouvel élan de jeunesse qu'ils avaient besoin, notamment aussi avec les maillots qui ont changé. Ça fait vraiment un bon renouveau pour Memphis. Et je trouve que cette année, s'ils peuvent aller en playoff, c'est clair que ça pourrait être vraiment une récompense. Certes, je pense qu'ils n'iront pas non plus très très loin dans les playoffs, mais c'est déjà un bon step pour les saisons à venir du côté de Memphis. On rappelle, à cette saison en NBA, les 6 premiers sont automatiquement qualifiés pour le premier tour des playoffs. Et ensuite, les équipes classées de 7 à 10, donc 7, 8, 9, 10, disputeront un play-in pour aller décrocher les 2 derniers billets qualificatifs pour les playoffs. C'est vrai que Memphis, j'y ai pensé, mais moi je suis plutôt parti à l'Est pour cette 5e place avec les Hornets de Charlotte. Je pense qu'on est un peu sur le même type d'équipe. Donc les Hornets, ils ont un bilan tout juste à l'équilibre, je crois, 28-28 si ma mémoire est bonne. Ils sont 8e pour le moment. Ils sont en course clairement pour les playoffs, ou du moins pour le play-in. Moi, je suis vraiment bluffé par cette équipe des Hornets. Je pensais clairement les voir plutôt dans les profondeurs du classement. Donc, et au-delà de ça, c'est tout l'inverse. Alors en plus, ce qui est assez fort, c'est qu'ils ont une cascade de blessures. Ils ont quand même Gordon Hayward qui a déjà manqué des matchs en début de saison et qui en manque à nouveau ici. Ils n'ont plus le rookie LaMelo Ball depuis quelques matchs déjà, quelques semaines. Et pourtant, l'équipe continue à aller gratter des matchs à gauche, à droite. Il y a un bel état d'esprit dans cette équipe. On n'a pas de superstars. On a des joueurs qui, je pense, seraient peut-être sur le banc d'une équipe peut-être playoffable, ou en tout cas une équipe pouvant peut-être aller loin. Je pense à des Graham ou à des Terry Rozier. Terry Rozier qui était 6e homme de luxe à Boston. Et ici, non, on a une équipe qui fait vraiment du beau boulot. On peut aussi noter James Borrego, qui était un ancien assistant de Greg Popovich aux Spurs. On voit qu'il a été formé à la bonne école. Il arrive vraiment à faire quelque chose de ce collectif, sans star, mais avec des joueurs qui se battent. Et je me dis que si les Hornets arrivent à accrocher une place en play-off, respect pour cette équipe. On se foutait un petit peu de la gueule des dirigeants avec la signature d'Hayward et le gros chèque qui a été distribué. Quand on voit la saison que celui-ci nous fait malgré quelques blessures, au final, on se dit qu'ils ont peut-être bien fait d'aller chercher Hayward pour encadrer les jeunes. Et puis bon, voilà, on a un collectif qui fonctionne bien. Donc non, les Hornets méritent leur place dans le top 5. Je te propose d'enchaîner maintenant
avec la 4e position. 4e position, j'ai mis les Hawks de Atlanta. Je t'avoue que c'est pas une équipe que je suis énormément, mais quand j'ai vu leur classement et leur place dans cette conférence Est, je me suis dit, mais attends, j'ai loupé un épisode ou qu'est-ce qui se passe? Et quand même, un bilan de 31-26, c'est pas rien. Ils sont à égalité avec notamment les Celtics. Et les Celtics qui sont sur une lancée de 9 victoires, si je ne dis pas de bêtises. Donc Boston, c'est pas n'importe quoi. Et pour avoir les Hawks justement en face, au-dessus, et à presque égalité, c'est quand même du gros concurrent. Au-dessus, il faut quand même aller chercher après tout ce qui est les Bucks, les Nets et les Sixers. Mais les Hawks, franchement, avec le peu d'effectifs, certes menés par Young, par Trae Young, c'est quand même à souligner et à féliciter pour notre ami Trae du travail qu'il nous fait du côté de Atlanta avec le peu d'armes qu'il a. Il y a certes peut-être Clint Capella qui fait du bon boulot aussi dans la raquette et qui bouge un petit peu des coudes, mais avec un effectif si faible, faire mieux que les Celtics qui ont carrément un rooster pour les finales NBA, c'est quand même assez surprenant et je tenais à souligner quand même cette bonne performance des Hawks. Les Hawks, il y avait une grosse hype en début de saison, avec notamment la signature de Gallinari. Capella qui avait été récupéré lors de la trade deadline avant l'arrêt de la saison en 2020. Mhm. Et cette équipe, elle a commencé la saison plutôt moyennement. Elle avait fait venir Rondo notamment lors de l'intersaison. Aussi. Et puis il y a eu le changement de coach qui a été bénéfique depuis que Nate McMillan a repris les rênes. L'équipe se met à gagner et elle se retrouve ici dans le top 4 à l'Est. Donc du coup, c'est vrai que les Hawks, au vu de la deuxième partie de saison pour le moment, ils méritent. Au vu de la première, on aurait quasiment pu les mettre dans les flops. Donc au final, oui, les Hawks, c'est justifié. Mais en 4e position, on reste à l'Est avec les Knicks. Et oui, les Knicks de New York dans le top 5. Franchement, oui, ils me font kiffer les Knicks cette saison. On retrouve un état d'esprit. En plus, on a de nouveau du public au Madison Square Garden, donc c'est génial. Ils sont quand même 6e à l'Est, donc pour le moment, ils sont automatiquement qualifiés pour les playoffs. Ils sont notamment 3e au niveau du defensive rating. Donc c'est une des meilleures défenses de la ligue, avec justement un état d'esprit qui a été ici insufflé par Tom Thibodeau. Ça me fait plaisir pour que Tom Thibodeau, qui a été souvent décrié lors de la fin de son aventure à Chicago, qui a été aussi fortement décrié du côté de Minnesota, alors qu'au final, c'est le seul à avoir amené la franchise en playoff sur les 15 dernières années. Même si tout n'est pas bon dans la méthode Thibodeau, en tout cas, avec un groupe comme celui-là, avec des jeunes qui peuvent tout donner pendant 48 minutes, qui court et se jette sur tous les ballons, il est capable d'insuffler vraiment cet esprit et de faire gagner des matchs à une équipe, et la preuve en a avec les Knicks. Et puis alors, que dire aussi de Julius Randle, qui est clairement candidat au MIP. Il pourrait limite rentrer dans une discussion de MVP. Bon, c'est peut-être un peu... la marche est encore un peu haute pour lui peut-être, mais en tout cas, MIP, Most Improved Player, je pense que cette année, Julius Randle, je vois pas qui d'autre pourrait venir lui mettre la main sur ce trophée. C'est clairement le candidat unique pour ce titre. Il est vraiment devenu franchise player et son contrat à je crois même pas 15 millions l'année, c'est en train de devenir un deal royal pour les Knicks qui ont eu l'habitude de nous vendre des contrats tout pourris à gauche à droite. Finalement, Julius Randle, ça a l'air d'être un très bon coup aussi. Donc non, les Knicks, respect. J'espère qu'ils vont tenir le coup. C'est bien parti, donc go pour les Knicks cette fois-ci. Je te propose de monter sur le podium désormais et d'enchaîner avec la 3e place. Tu viens d'en parler. Moi, j'ai mis les Knicks en 3e position. Un peu pour les mêmes raisons que tu l'as dit. Hein. On est quand même habitué à avoir les Knicks depuis quelques saisons, comme l'équipe de la mouise, l'équipe nulle de la NBA qui, même en dehors du terrain, est nulle via ses choix à la draft, ses choix de trade, etc. Ce sont les grands déchus de tous les transferts. Hein. On devait avoir Kevin Durant qui devait arriver, il n'est pas venu. On devait avoir Zion Williamson la même année à la draft, il a été du côté des Pels.
Donc c'était vraiment les grands perdants. Et ici, comme tu l'as dit, avec un Tom Thibodeau qui fait un petit peu avec ce qu'il a. Et il donne du temps de jeu à certains joueurs qui ont énormément de potentiel. Et justement, un Julius Randle, quand on s'en souvient, à son arrivée aux Lakers, dommage pour sa blessure d'ailleurs dès le premier match. Mais Julius Randle, moi, de ce que je me rappelle, c'était quand même un très gros choix de draft. Et surtout, c'était un très gros potentiel pour la NBA. Et ici, bah, il a avec les Knicks, il a vraiment la franchise entre ses mains. Il est vraiment le chef un petit peu de cette équipe. Et ce qui fait du bien, c'est de voir bah, justement, même, malgré un petit peu tout son début de parcours un petit peu difficile, bah, on peut voir qu'ici, du côté des Knicks, ça marche et ça prend un petit peu forme. À souligner aussi un Derrick Rose qui fait du très bon boulot du côté des Knicks, qui revient un petit peu. Hein. Et on avait eu la même chose quand il était arrivé du côté des Pistons, 2-3 premiers matchs un petit peu plus au-dessus de la norme, et puis après il rentrait de nouveau dans le rang. Ici, je pense avec vraiment toute la hype qu'il y a autour justement des Knicks et de Julius Randle qui apporte peut-être aussi ça dans le vestiaire, bah, ça peut permettre à Derrick Rose de mettre ses petits points aussi et d'apporter son expérience au vestiaire. Donc franchement, Tom Thibodeau qui retrouve du coup aussi Derrick Rose, bah, je pense que ça peut que marcher. Et c'est clair que ça va faire plaisir de les voir en playoff cette année, de revoir le Madison Square Garden en playoff et de voir ces jolies vareuses rose, orange et bleu en playoff. J'en profite avant d'enchaîner de saluer notamment Sesrovic sur Twitch qui nous passe le bonsoir. Donc bah oui, et salut à toi aussi. Les Knicks qui ont des très beaux maillots domicile extérieur. Par contre, c'est vrai que leur maillot Cité Édition, je crois, lui par contre, il est vraiment bien dégueulasse. Ouais. Moi, j'enchaîne avec une équipe souvent réputée pour ses beaux maillots. En tout cas, moi, je les aime beaucoup. Ce sont les Sixers que j'ai placés ici sur mon podium. Ils sont premiers à l'Est, ils sont troisième au classement global en NBA. Alors, ils sont seulement 15e à l'offensive rating. Donc, offensivement, on voit que Doc Rivers a encore un petit peu du mal. Certes, il y a eu un petit peu plus de spacing cette année, avec notamment l'apport de certains shooters comme Danny Green, comme Seth Curry notamment. Mais on voit que l'équipe a encore un petit peu de mal. C'est pas une grosse locomotive d'attaque. Par contre, en défense, ils sont deuxième au defensive rating, avec notamment Ben Simmons qui figure parmi les gros candidats au titre de Deepoy. Et puis alors, on a Joel Embiid qui est tout simplement dans la course au MVP. Il est revenu de blessure. On se disait, tiens, Embiid, est-ce que finalement, est-ce que ce serait pas trop de matchs manqués pour être toujours dans la course? Le mec, je crois qu'il a fait juste ça à tout le monde. Et du coup, il est vraiment en marche pour peut-être aller décrocher le titre de MVP. Ça serait assez fou pour le Camerounais. Et puis alors, c'est vrai que le duo Doc Rivers au coaching et Daryl Morey aux manettes, on voit que de suite, ça apporte des résultats. C'est bien mieux que ce qu'on avait l'année dernière avec notamment Elton Brand qui avait construit une équipe complètement à l'envers, dans une ère moderne où on nous ramène 4 pivots, ça ne servait strictement à rien. Il n'y avait plus de spacing du tout. Tout le monde se marchait sur les pieds. Donc là, au moins, on est une équipe qui, on savait que dès le départ de la saison, que ça pouvait bien fonctionner. Ça répond aux attentes. À voir au complet en playoff ce que ça va donner. Il y aura quand même les Bucks, il y aura quand même les Nets. On risque d'y avoir les Celtics quand même, plus une équipe un peu accrocheuse comme les Knicks ou comme les Hawks. Donc il va falloir quand même batailler à l'Est, même si c'est une conférence peut-être un peu plus faible. Néanmoins, il y a de la compétition aussi. Miami est en embuscade également, donc à voir en playoff. Mais pour le moment, les Sixers méritent une place sur le podium. Je te propose d'enchaîner et de passer à la deuxième équipe qui est top 2 chez toi. J'ai mis le Utah avec le Jazz. Tout simplement premier de la conférence Ouest. On ne s'attendait pas forcément à les voir si haut. On les attendait certainement en playoff, mais pas à la première place. On s'attendait justement à voir à Lakers ou à Clippers dominer la conférence. Et non, pas du tout. C'est le Jazz qui domine et depuis un bon moment maintenant. Il me semble que c'est depuis au moins 2-3 semaines avant le All-Star Break. Donc le Jazz qui continue vraiment sur leur lancée et on peut voir que
le duo Donovan Mitchell et Rudy Gobert continue à écraser tout sur leur passage. À voir s'ils vont confirmer en playoff, mais pour moi, je les mets en deuxième position parce que, certes, on les attendait en playoff, mais de là à les voir premier de l'Ouest et quand même avec deux matchs d'avance sur les Clippers et les Suns, c'est quand même une petite marge d'avance, mais ça fait un moment qu'ils dominent cette conférence et je pense qu'ils ne vont peut-être pas lâcher leur place du premier seed pour ces playoffs. Moi, en deuxième position, je pars aussi enfin à l'Ouest, puisque moi j'avais placé 3 équipes de l'Est pour le moment. On va un petit peu plus loin, mais pas trop loin non plus à la taille américaine. C'est du côté de l'Arizona, avec les Suns de Phoenix, que je place en deuxième position. Ils sont deuxième à l'Ouest et deuxième bilan en NBA. Ils ont un offensive rating, ils sont septième, donc top 10 offensive rating, cinquième au defensive rating. Donc on sait que souvent les équipes championnes, elles sont au moins top 10 dans l'offensive rating et dans le defensive rating. Donc j'ai envie de vous dire que les Suns, ils ont ce qu'il faut pour aller loin en playoff. Et clairement, cette équipe, il y avait déjà du matos l'année dernière notamment, avec Devin Booker qui est quand même un joueur fabuleux, hein, qui est une belle locomotive d'attaque, capable de prendre feu à tout moment. L'ajout de CP3 fait clairement passer un cap à cette équipe. On était excités au début de la saison lorsque CP3 a été tradé du côté de Phoenix. On se disait, enfin les Suns, on sent qu'ils ont envie de faire quelque chose. Ils ont fait l'acquisition d'un Chris Paul qui sortait d'une excellente saison à OKC. Et Chris Paul, il confirme, et on voit très bien que le poids des ans, lui, ne pose absolument pas problème. Et il apporte vraiment tout ce qu'il faut à cette équipe. Un petit peu de clutchitude dans les moments chauds en fin de match. La bonne passe au bon moment, ce côté gestionnaire aussi. Et on a alors un peu moins de pression sur les épaules de Booker. Et on voit que c'est bénéfique à cette équipe. Et ce, des deux côtés du terrain, puisque même aussi au niveau défensif, on voit que cette équipe, il y a eu la signature d'un Jay Crowder, par exemple, qui est le parfait col bleu dans une équipe autour d'un backcourt qui, on va dire, aime bien avoir le ballon en main et qui monopolise principalement les attaques à elle. Donc non, franchement, les Suns, très très lourd ce que font les Suns. Et j'ai envie de limite te dire que je les trouve peut-être encore moins bons à prendre que le Jazz que tu as cité juste avant en playoff. Donc, ouais, les Suns à suivre. Je te propose de terminer ce top 5 avec la place de numéro 1. J'ai mis les Suns. Voilà. J'ai mis les Suns parce que, comme tu l'as dit, ils sont quand même deuxième de la conférence et c'est une équipe qui nous avait habitués également à un peu aller voir en bas-fond de conférence. Ils nous avaient très bien impressionné la saison passée dans la bulle avec Devin Booker qui était tout simplement en feu justement dans la bulle à Disney. Et on s'était dit, est-ce que ça va rester dans la bulle ou est-ce que ça va continuer sur cette lancée? On a pu voir que Devin Booker, il s'est pas arrêté et que justement, avec, comme tu l'as dit, l'ajout d'un CP3, ça fait vraiment du bien à cette équipe. Je pense qu'il amène un énorme leadership et toute son expérience au vestiaire. Et un petit peu à l'image de ce qui s'est fait au Thunder. On pensait le Thunder complètement KO quand CP3 est arrivé. Et en fait, pas du tout. On avait quand même un qui était compétitif. Ici, avec un CP3 chez les Suns, on a un petit peu le même scénario. Hein. On a les Suns qui sont vraiment très compétitifs, comme tu l'as dit, avec un Jay Crowder qui est aussi un très bon role player, ça fait forcément du bien. Et on a aussi un DeAndre Ayton qui, malgré un petit peu toutes les critiques, fait quand même du bon boulot à l'intérieur. Sans un DeAndre Ayton dans la raquette, les Suns seraient un petit peu plus en difficulté au rebond et tout ce qui s'ensuit. Donc franchement, les Suns, j'applaudis parce que de là aller voir deuxième de la conférence, c'est quand même assez étonnant. C'est un petit peu à l'image des Hawks, même si le Suns est quand même pour moi meilleur que les Hawks. Mais c'est une surprise pour moi de les voir aussi bien placés avec certes une équipe qui a du potentiel, mais on ne s'attendait pas à avoir le deuxième meilleur bilan de la ligue. Donc c'est clair que pour moi, le Phoenix, c'est la grosse surprise de cette saison. On ne s'attendait pas à les voir si haut dans le classement et quand même, ils devancent les Nuggets, les Clippers et les Lakers qui sont pour moi qui étaient pour moi les trois favoris à l'Ouest cette année. Moi, j'ai placé le Jazz en 1 parce que tout simplement, numéro 1 actuellement de la ligue et bien sûr aussi de la conférence Ouest. Top 4 offensive et defensive rating. C'est la seule équipe de la ligue d'ailleurs à être top 4 dans les deux catégories statistiques. Voilà, tu
tout dit pratiquement sur le Jazz. Réponse en playoff. Ils ont tout ce qu'il faut, même si moi je t'avoue que j'ai encore quelques doutes. Je me dis que face à des Lakers au complet, face à des Clippers au complet, notamment, voire peut-être même qui sait au premier tour face à Golden State, Stephen Curry en feu, voire même à Dallas avec Doncic, je me dis attention quand même. C'est tout ce que je leur souhaite à Utah, c'est quand même d'aller loin et de passer au moins un tour ou deux, parce que de toute façon ils seront attendus, ils auront la pression. Mais voilà, ils sont en train de faire une saison régulière assez folle, donc il faudra confirmer tout cela en playoff. Je te propose d'enchaîner sans plus tarder avec le flop 5 maintenant et allons-nous plonger dans les profondeurs du classement. En numéro 5, tu commences par qui? On va aller du côté de Toronto avec les Raptors. Malheureusement, ça m'a fait un peu du mal de le mettre dans le flop. Mais il faut dire ce qu'il est. Ça fait quand même 2 saisons que le Raptor, c'est pas trop ça. Ils vivent très, très, très mal le départ de Kawhi. Beaucoup de blessures aussi. Le départ de Marc Gasol n'a pas aidé vraiment Toronto à se reconstruire. Et ici, on voit plus le Paul Siakam qui a été MIP. On voit plus vraiment le Kyle Lowry qui menait un petit peu cette équipe, même avant Kawhi. C'est un petit peu compliqué. Limite, le meilleur joueur, j'ai envie de dire, du côté des Raptors, c'est Fred VanVleet, qui était à la base juste un role-player qui shootait à 3 points. Donc, c'est pour dire à quel point les Raptors sont un petit peu dans la détresse. Et malgré tout, ils s'accrochent quand même à une dixième place. C'est pour ça que je les mets en 5e position de ce flop 5. Mais voilà, un petit peu déçu de cette équipe des Raptors qui nous a fait tellement rêver il y a 2 saisons de ça avec leur run en playoff et cette sublime finale gagnée, et notamment ici avec ce poster du fameux shoot de Kawhi sur Joel Embiid. Donc c'est clair que Toronto, la hype est vraiment descendue en grande flèche, malheureusement, et j'espère pour eux qu'ils vont un petit peu se réveiller cette off-season pour un petit peu aller titiller le marché des agents libres pour un petit peu ranimer la flamme qu'il y a du côté de Toronto. Ouais, moi, je vais commencer avec les Bulls de Chicago. C'est plutôt la vachette pour le moment que le taureau du côté de Chicago. Ils sont 11e à l'aise, donc ils ne sont même pas en play-in. J'ai l'impression qu'avec l'arrivée de Vucevic, on se disait, ouais, ils ont mis le paquet et ça devrait le faire pour aller en play-off. C'est même encore pire que ce que c'était avant. Je rappelle aussi que depuis le début de la saison, il y a quand même Billy Donovan qui est arrivé avec une belle expérience du côté d'OKC. On voit que ça ne fonctionne pas trop. Zach LaVine fait ses stats, mais ça tourne pas au niveau des role players. On se pose beaucoup de questions. Lauri Markkanen, Kobe White, est-ce que c'est réellement les joueurs qu'il faut autour de ce duo-là avec donc Vucevic qui est arrivé. Donc ouais, non, le bilan est médiocre. Je me dis que si les Bulls n'arrivent pas à les gratter, ne fût-ce qu'un ticket en play-in, clairement, ça serait une saison synonyme d'échec pour Chicago. Numéro 4 chez toi. Je vais être un petit peu méchant et je vais mettre les Warriors de Golden State. Bilan négatif tout de même, 28-29. Mais je les mets quand même en flop parce que je trouve ça un petit peu décevant vu les performances de Curry. Pas de la part de Curry justement, mais de la part de ses coéquipiers. On a un Curry qui est totalement en feu. Il nous a fait je sais pas combien de games à plus de 30 points, justement cette saison. Et puis tu as quand même c'est Steph Curry quoi, mais il est un petit peu tout seul. Draymond Green, pour moi, il commence de plus en plus à rentrer dans le rang. Et puis on attendait aussi beaucoup peut-être d'un Kelly Oubre qui avait fait de très bonnes impressions du côté des Suns. On s'attendait un petit peu plus de lui du côté des Golden State avec un bon encadrement de Steve Kerr. On se dit il va pouvoir enfin avoir un bon rôle. Mais malheureusement, Curry est un petit peu seul, à l'image justement de la rencontre contre Boston où il nous tape 47 points, mais il perd quand même. C'est pour ça que je le mets quand même en flop, parce que avec un Curry qui te fait des performances stratosphériques match après match, tu peux pas te permettre sur le côté de ne pas suivre et de le laisser jouer tout seul limite, et donc du coup de n'être que 9e à cette conférence. On espère un retour de Klay Thompson peut-être pour les playoffs, pourquoi pas, reste à voir, mais je pense qu'ils vont un petit peu le préserver parce que les résultats ne sont pas non plus présents pour prétendre à quelque chose en playoff, même s'ils passent le play-in. Donc ça va être
ça va être une saison compliquée pour Golden State. Je pense qu'ils vont un petit peu attendre justement de voir ce qui se passe après cette saison avec Klay Thompson pour peut-être reconstruire quelque chose et d'être vraiment prétendant la saison prochaine. Moi, je vais enchaîner en quatrième position avec Toronto. Tu les as cités, toi, juste avant. Moi, je les place ici quatrième parce que bah voilà, ils sont quand même dixième à l'Est. Alors oui, ils ont dépassé les Bulls pour les play-in, mais même au sein de la fanbase de Toronto, on pense plus à tanker ici et limite à ne pas y être en playoff que à y être justement. Alors je les ai pas mis plus haut parce que ça reste quand même un gros échec, hein. Toronto était une place forte de l'Est depuis 4-5 ans. Les voir seulement en dixième, c'est clairement une mauvaise saison. Je veux dire, pour être un petit peu gentil avec eux quand même, ils évoluent à Tampa. Je pense que ça joue beaucoup dans les résultats de l'équipe, le fait de ne pas être à domicile et d'être loin de sa famille et de ses proches régulièrement. Ils ont été aussi décimés avec le Covid, avec beaucoup de blessures. Et puis alors, il y a un gros manque au niveau du poste 5, au niveau du poste de pivot. Les départs d'Ibaka et de Gasol n'ont absolument pas été compensés. Aaron Baines, c'est un flop. Ils ont enfin signé Kem Birch qui amène un petit peu le Canadien. À voir si sur la durée ça pourrait porter ses fruits. Donc ouais, Toronto quatrième. Je te propose d'enchaîner et de passer sur le podium de la médiocrité avec la troisième équipe de ton flop 5. J'ai mis Orlando et le Magic à l'image de leur saison, hein. On fait des transferts qui n'ont pas lieu d'être. Tu transfères tes trois meilleurs joueurs. Un petit peu incompréhensible. Peut-être que tu veux faire du renouveau, mais ça veut dire que tu repars vraiment de très très loin. Parce que même pas garder même qu'un seul joueur de tes trois, de tes trois stars, on va dire, c'est risqué. À voir ce qu'ils vont récupérer à la draft et faire par la suite. Mais c'est clair que le Magic, bah, on était quand même un petit peu plus hypé il y a deux saisons avec des playoffs et des runs pour justement arriver en playoffs quand même qui étaient pas mal niveau spectacle. Et ici, bah, y a rien à se mettre sous la dent. On pouvait peut-être encore espérer quand il restait Vucevic, Gordon et Fournier. Ici, il reste vraiment plus rien à part Terence Ross qui nous met de temps en temps un petit dunk. Le reste, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et puis, c'est quand même avant-dernier de la conférence Est. Donc, franchement, le Magic, à part les plages, je vois pas ce qu'il y a. Effectivement, et moi je t'ai placé les Wizards de Washington. Alors oui, certains diront que ça va mieux et qu'ils se reviennent dans la course. Moi en tout cas, au moment où on parle, ils sont 12e, ils ne sont même pas en play-in. Ils pourraient être en play-off en profitant justement de ce système, ou même le 10e pourrait éventuellement être au premier tour. C'est pas le cas. Ils ont quand même un duo Bradley Beal, Russell Westbrook. Ouais. Je vais dire ici, on a cité des équipes avec peut-être, tu vas dire, tu prends les Bulls avant le trade de Vucevic, t'as pas deux joueurs, même Zach LaVine n'est peut-être pas du niveau de Bill ou de Westbrook. Donc là, ici, tu as quand même deux superstars et au final, bah, t'es 12e pour le moment. Donc, alors qu'on a Russell Westbrook qui, depuis quelques semaines, est en train d'enfiler les triples-doubles comme du petit lait. Bradley Beal, bon, c'est quand même peut-être le meilleur arrière ou l'un des meilleurs arrières en tout cas de la ligue. Moi, honnêtement, même si l'équipe est fort déséquilibrée, peu importe, tu dois être au moins dans les 10 premiers avec cet effectif-là. Surtout qu'ils n'ont pas vraiment eu de problème de blessure, eux, à ma connaissance, puisque Bradley Beal et Westbrook jouent quasiment tous les matchs. Donc, non, déçu des Wizards, qui méritent clairement pour moi une place dans le flop. Numéro 2. Moi, j'ai mis les Pistons. Aussi des grands perdants. Ils perdent Derrick Rose, ils perdent Blake Griffin. Malheureusement, ils avaient du potentiel, hein. Quand tu voyais un peu les line-up, tu te dis, tu as quand même Blake Griffin, certes, qui est plus sur sa retraite que sur son prime. Tu avais aussi un Derrick Rose qui était plus sur la retraite que sur son prime, mais tu avais quand même du potentiel. Tu avais Killian Hayes qui venait d'arriver à la draft. Tu te dis, bah, entouré justement d'un Blake Griffin et d'un Derrick Rose, tu peux vraiment développer ce bon petit diamant et ce bon petit bijou pour en faire quelque chose et peut-être construire autour de lui. Bah, tu perds tes deux meilleurs joueurs, j'ai envie de dire, et tu te retrouves avec une équipe un petit peu trop jeune et avec pas forcément de bonne formation. Et bah, tu es dernier de la conférence Est avec un bilan à 17-40. Certes, tu as une belle passe de ce week-end que je t'ai envoyé de Killian Hayes, mais le reste, c'est tout. Tu vois pas vraiment de grosses actions des Pistons.
c'est un petit peu triste parce qu'ils avaient aussi un petit peu retrouvé du regain il y a 2-3 saisons avec des belles performances de Drummond. Mais je pense que le départ de Drummond n'a fait qu'enchaîner des mauvaises actions et la descente aux enfers de la part de Détroit. Donc les Pistons très décevants. Ils ont sorti les bulldozers. Il faut reconstruire, repartir tout de zéro. Moi, je m'attends au départ peut-être de Dwayne Casey. Je ne le vois pas trop rester dans cette équipe de Détroit. Autant nommer un coach jeune, plutôt avec des nouvelles idées. En deuxième position, une équipe plus ou moins similaire qui a sorti le bulldozer lors de la Free Agency. Tu en as déjà parlé un petit peu, c'est Orlando. Clairement, voilà, tu as une équipe qui, depuis plusieurs saisons, arrive toujours en 7e, 8e en fin de saison régulière, donc qui décroche un ticket pour les playoffs. Mais on a vu que voilà, ça se prenait en 4 ans à chaque fois. Ça arrive à gratter un match par miracle face à Milwaukee et face à Toronto l'année d'avant. Et donc, du coup, je peux comprendre la direction qui est prise par Orlando. Ça reste quand même un petit marché qui n'attire pas trop les free agents. Donc, autant reconstruire. Et donc, c'est ce qu'ils font. Donc, on est clairement en mode tanking. Maintenant, voilà, c'est vrai que c'est moche de les voir 14e de l'Est cette année, alors qu'ils étaient en playoff l'année dernière. C'est pour ça surtout que je les mets ici dans cette position-là de mon flop 5. C'est surtout la transition entre l'année dernière et cette année. Donc voilà, je te propose de passer à la première place. Je ne sais pas si on sera d'accord. Est-ce qu'on est plutôt au nord des États-Unis? Moi, j'ai mis Houston. Ah ok, non, on n'est pas, non. Moi, c'est l'opposé. Bon, vas-y, je te laisse alors avec Houston. Comme tu l'avais dit, une équipe qui était en playoff et qui est presque dernière cette année, Houston. C'est vrai. Je pense que Harden a bien laissé le bordel derrière lui. Il a vraiment laissé le navire en train de couler et lui, il s'est un petit peu évadé comme il pouvait. On s'attendait quand même à quelque chose du côté des Rockets avec John Wall et DeMarcus Cousins qui nous faisaient de belles prestations pendant un petit moment. Ils ont enchaîné les défaites et les défaites et les défaites et les défaites. Je me souviens de leur victoire pour briser un petit peu ce chat noir où ils fêtaient comme s'ils avaient gagné le titre. J'étais, mais les gars, c'est normal que vous gagnez avec quand même les joueurs que vous avez. Tu as quand même un John Wall, certes, qui revient de blessure, mais il a quand même eu presque 2 saisons pour se reposer de sa blessure. À un moment, il faut quand même un petit peu te sortir les doigts d'où je pense. Tu avais un DeMarcus Cousins qui te faisait quand même de belle performance, tu le coupes alors que tu peux quand même t'en servir, même si tu décides de faire une année de transition. DeMarcus Cousins dans la raquette, même s'il n'est pas à 100%, c'est quand même un bon bébé à bouger. Puis il me semble qu'ils avaient récupéré Capella et qu'ils l'ont renvoyé du côté des Hawks. C'est un petit peu incompréhensible ce qui se passe du côté de Houston. Je ne sais pas ce qu'ils ont mangé, je ne sais pas ce que Harden a laissé dans le vestiaire. Franchement, il y a une grosse incompréhension du côté des Rockets. J'aurais peut-être pu mettre les Timberwolves, c'est peut-être ceux que tu as mis, mais je pense que les Rockets, les Timberwolves, on pouvait s'y attendre, tandis que les Rockets, pour moi, on aurait peut-être pu les penser et les imaginer quand même à rien plus haut que cette médiocre 14e place, avec les joueurs qu'ils ont en tout cas, avec notamment John Wall et le potentiel qu'il y avait avec faire une paire avec DeMarcus Cousins. Surtout que ce sont deux joueurs qui s'entendent très bien. De couper DeMarcus Cousins, je pense que ça a fait énormément de tort à cette équipe de Houston qui déçoivent de plus en plus de match en match. Moi, j'enchaîne ici avec Minnesota, justement. Tu en as parlé, les Wolves. Ils sont derniers de la NBA. Donc, déjà ça justifie pourquoi je les place en première position de ce flop 5. Tu as quand même Karl Anthony Towns, D'Angelo Russell, plus Anthony Edwards, le numéro 1 de la dernière draft. Et j'ai l'impression qu'il n'y a aucun progrès dans cette équipe. Depuis le départ de Jimmy Butler et de Tom Thibodeau, à chaque fois on se dit les Wolves quand même, ça peut quand même gagner quelques matchs. Je ne dis pas d'être champion NBA, non, mais au moins se battre à la lutte pour les playoffs. C'est un effectif qui est peut-être même meilleur sur le papier que ce que les Knicks ou les Hornets ont. C'est vrai. Et non, ils n'y arrivent pas, ils sont bons derniers de la ligue. C'est même pas comme s'ils étaient à la 12e place, pas loin du play-in. Non, ils sont vraiment bons derniers. À un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Alors, à mon avis, Karl Anthony Towns va peut-être un jour se décider de lui-même à bouger, mais j'aimerais bien avoir au moins un semblant de quelque chose et un début de positif du côté de Minnesota. Ici, clairement, même si un Karl Anthony Towns veut jouer sa diva un jour et réclamer un transfert, gros, t'as encore mais
rien à montrer. C'est bien de faire des 20-15 à l'appel, mais si c'est pour gagner 10 matchs par an, ça ne sert vraiment pas à grand-chose. Donc non, Minnesota, clairement, ils méritent largement leur première place parce que tu as quand même du matos, tu as quand même un Ricky Rubio en meneur gestionnaire, tu as quand même quelques mecs, un petit peu de compléments qui sont pas mal. Et t'es bon dernier de la ligue, quoi. Je veux dire, tu fais pire que Détroit, tu fais pire que Cleveland qui, dès le début, avait sorti le tank à fond les ballons. Donc, c'est vraiment triste pour cette équipe. On se pose beaucoup de questions sur cette franchise. Ils ont viré le coach Sanders, mais j'ai envie de te dire, est-ce que c'est vraiment le coach qui est le problème? Est-ce que c'est pas plutôt la direction globale? Est-ce que ce ne sont pas les joueurs aussi? Enfin, je sais pas. C'est la merde du côté de Minnesota. Et les voilà, number one de mon flop 5.